Écoutez, moi j'ai été ravi d'assister à ces échanges, y compris les derniers, les plus techniques et administratifs, ce qui montre que le diable est toujours dans les détails et qu'on est sur un sujet éminemment complexe en termes de gestion de projet, puisqu'il faut traiter à la fois de l'administratif, du financier, du fiscal et aussi surtout beaucoup de social. Et tout ça, effectivement, ça prend beaucoup d'énergie humaine, beaucoup de compétences. Et tout ça, il faut arriver à le réunir. Donc moi, je trouve que le projet que là vous avez présenté à l'instant, Sodibat et tous les partenaires de Rémi, etc., je trouve que c'est très intéressant comme expérience parce que ça montre effectivement que c'est par la fédération des moyens sur le terrain que on arrive à trouver les bons cocktails peut-être. Alors après, effectivement, parce que ça transparaît à travers tous vos échanges là et vos questions, c'est ensuite comment on fait rentrer ces coups humains dans les cadres nationaux. Et c'est jamais la partie la plus simple. Donc forcément, à chaque fois, l'ANA revient, parce qu'effectivement, c'est le point de contact. Et je dirais, ceux qui sont amenés à apprécier, en fait, si ça rentre dans les clous ou pas. Moi j'ai le sentiment qu'il va y avoir un rendez-vous quand même assez important pour vous, qui va être notamment le moment où les accompagnateurs Rénov vont être agréés. Euh, il y a eu une consultation, je crois, pendant l'été dernier, pour recevoir justement les propositions du terrain sur la façon de concevoir les cahiers des charges d'agrément pour les futurs accompagnateurs Rénov. Donc, alors peut-être certains d'entre vous sont déjà agréés pour le compte de l'ANA, et donc dans ce cas-là, je pense qu'ils seront reconduits sans difficulté. Puis après, il y a tous ceux qui ne le sont pas et qui peuvent éventuellement entrer dans le nouveau dispositif. Donc là, je pense que c'est un moment clé, à mon avis, en termes de positionnement. Et bon, alors je ne sais pas si l'auto-rénovation assistée est déjà reconnue par l'ANA en tant que... Oui, c'est le cas. Bon, dans ce cas-là, c'est plus simple. Parce que c'est effectivement, je pense que là, il aurait fallu sans doute un plaidoyer particulier pour faire passer le dispositif dans le cadre national. Mais voilà, je pense que ça va être une étape assez importante. Bon, moi, je comprends ce que vous dites sur la question du coût supplémentaire. Après, tout est question de proportion, en fait. Vous voyez, à ma connaissance, je crois que l'estimation du nombre de gens en précarité énergétique, c'est de l'ordre de 7 millions en France. Bon, après, il y a peut-être des chiffres un peu différents, mais bon, grosso modo, c'est quand même c'est à cette échelle-là. Euh, Là, ce qu'on a plutôt évoqué, c'est ceux qui sont en très grande précarité énergétique, je pense. Donc, on en est sur un nombre beaucoup plus réduit. Et donc, on voit que plus on s'attelle aux problèmes les plus complexes, et plus le coût induit est important. Et c'est vrai que les dispositifs nationaux qui sont fondés sur de la massification, souvent, ils entrepassent dans ce niveau de détail. Voilà. Et c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure sur le macro, le micro. C'est un peu ça le débat, finalement. C'est comment on prend en compte toutes les situations, y compris celles qui sont finalement les plus compliquées. Et c'est vrai que nous, alors très clairement, notre mission dans le rapport social, c'était pas du tout de régler cette question, c'était vraiment voir dans quelle mesure on améliorait la massification et on faisait qu'on était au rendez-vous de 2050. Je réponds tout à l'heure à une remarque qui a été faite, c'est 2050 l'échéance de neutralité carbone. Donc en fait, on a très peu de temps en réalité, il reste 30 ans, et si on commence pas demain, enfin même aujourd'hui, on sera jamais au rendez-vous. Ou hier même, ouais, vous avez raison. En fait, il faut faire en 30 ans 4 fois plus que ce qu'on a fait en 30 ans. Voilà, pour vous donner un peu l'échelle. Vous voyez un peu l'enjeu. Donc c'est pour ça que nous, notre boulot, c'était vraiment de dire, mais qu'est-ce qu'on peut changer pour que ça aille vraiment plus vite, quoi. Parce que c'est tellement compliqué. Il y a tellement de choses à gérer en même temps, puis ça change tout le temps. C'est tout ce que vous avez décrit là. Bon. Et donc, voilà. Je ne dis pas qu'on a trouvé la solution miraculeuse, mais on espère que ça marchera mieux. Je pense qu'il y a un autre sujet qui n'est pas dans le rapport et qui n'est pas encore dans la loi, mais que vous avez évoqué vous-même, c'est la question de quelle est la réponse qu'on peut apporter pour qu'au niveau de la réalisation des travaux, on soit dans des réponses plus collectives. Aujourd'hui, on a des propriétaires qui sont face à des artisans qui travaillent chacun sur leur corps de métier, qui ont du mal à travailler ensemble, qui ne se coordonnent pas, qui n'ont pas trop envie de se coordonner quand on écoute la Fédération du bâtiment. Donc voilà, c'est un peu ça le sujet quand même. Donc moi, il me semble que c'est quand même une des clés du sujet aussi. C'est d'arriver à résoudre ça véritablement et à une échelle suffisante. Donc moi, votre expérience, je la trouve, Sodibat, je la trouve excellente. Effectivement, est-ce qu'elle fera florès? Est-ce que vous serez en termes de massification au rendez-vous? Voilà.
Donc là, j'ai bien compris qu'on n'en était pas là, qu'on était à la phase de l'expérimentation et du test. Mais si vous arrivez à démontrer quelque chose qui fonctionne, après, comment est-ce qu'on fait pour massifier? Et là, je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue, effectivement, ensuite, en termes de prise en charge budgétaire, modulée, parce qu'il faut quand même tenir compte aussi que les subventions, c'est des impôts que tout à chacun les gens payent, donc il faut quand même maîtriser ça aussi de l'autre côté, il faut quand même en tenir compte. Mais voilà, moi je crois vraiment à la modulation. Il faut qu'on massifie, il faut qu'on aille tous dans le même sens. Et il faut effectivement que pour certaines cibles, on module. Et je pense que pour la précarité énergétique et la grande précarité énergétique, il faut moduler. Alors voilà, c'était pas dans notre rapport parce que c'était pas notre boulot. Mais si je devais apporter une contribution complémentaire à le rapport, ce serait celle-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on est d'accord avec vous, il faut aller vite et massifier, mais il faut aussi oublier personne, et notamment les plus précaires. Et c'est bien un des enjeux, en tout cas, aux compagnons bâtisseurs depuis très très longtemps, où notre but, enfin moi je tiens aussi à le rappeler, c'est que tout le monde puisse être digne, avoir une dignité dans son logement et pouvoir être digne aussi dans son quotidien. Et il y a un élément extrêmement important qui est apparu au travers des débats, c'est la situation de l'habitant. Il y a, en tout cas aux compagnons bâtisseurs, on est vraiment attaché à valoriser la ressource propre des habitants dans leur accompagnement. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui a peut-être fait défaut, en tout cas à l'action publique, de ne pas prendre en compte cette valorisation-là. Et en tout cas, nous, c'est ce qui nous permet d'agir et de susciter en tout cas la capacité d'agir individuelle des habitants. Et ça nécessite aussi un accompagnement renforcé, un accompagnement adapté, mais aussi sécurisé, qu'on s'attache à faire au quotidien, en tout cas dans nos actions. En fait, l'autoréhabilitation, elle agit sur elle agit sur plusieurs dimensions. La dimension forcément inclusive, puisque elle nous permet de toucher tous les publics et leur permettre aussi de bénéficier de l'amélioration de l'habitat. Une dimension sociale, puisqu'on joue sur des questions de remobilisation. On l'a vu tout à l'heure avec les habitants et Kevin qui témoignait en tout cas sur cette remobilisation et justement sur le fait qu'on avait réussi à travailler avec lui sur sa capacité d'agir, que ce soit sur les aspects forcément d'amélioration de son habitat, mais aussi d'accès à l'emploi ou d'insertion ou d'inclusion sociale. Il y a une dimension socio-technique dans la démarche de l'autoréhabilitation, puisqu'on est sur une transmission de savoir, de savoir-faire. La dimension cohésion territoriale, on a vu avec tous les dispositifs, en tout cas, qui sont mobilisés au travers de nos opérations et nos actions, et une mobilisation collective qui permet à tous de bien vivre ensemble aussi et d'améliorer son cadre de vie. Et forcément, la dimension transition écologique, puisque avec toutes les initiatives qui sont engagées au travers de nos actions, on a parlé de Solibat, mais aussi toutes nos interventions pour essayer d'améliorer le confort thermique des habitants. Donc voilà, donc on a vraiment une action qui agit globalement, en tout cas pour les habitants. Et pour agir globalement, il faut aussi des compétences. Et aux compagnons bâtisseurs, nos animateurs techniques, nos animateurs habitat, nos coordinateurs ont cette polycompétence qui permet de remobiliser l'habitant, mais aussi d'apporter une réalisation technique de qualité, en tout cas dans les rénovations du bâti. Et ça, c'est extrêmement important et on y travaille depuis de nombreuses années, puisque quand on avait envisagé en tout cas notre changement d'échelle, puisque en 2013, on avait l'ambition en tout cas de maximiser l'impact social de l'autoréhabilitation accompagnée, on avait déjà identifié le fait qu'il fallait valoriser et qualifier ces métiers d'animateurs sociotechniques. Et d'ailleurs, c'est un des éléments qui apparaît aussi dans le rapport Sichel, de bien valoriser ces compétences et de les certifier. Voilà, donc là, pour aller maintenant un peu plus sur l'ambition, en tout cas des compagnons en termes de rénovation énergétique, on l'a vu tout à l'heure, la précarité énergétique est vraiment à la croisée de l'emploi, de la santé, de l'économie. Et on a réaffirmé l'année dernière, dans notre projet politique, la nécessité d'aller un petit peu plus loin, en tout cas dans notre démarche, pour que l'autoréhabilitation accompagnée trouve sa place et se positionne dans tout l'écosystème des actions menées pour la rénovation énergétique. Donc, le premier axe de travail qu'on s'est donné, c'est de renforcer nos capacités d'intervention. Pourquoi ?
fois pour sûrement aller sur des démarches plus importantes en termes de réhabilitation et de rénovation énergétique, mais aussi pour accompagner les habitants et faire en sorte que l'autoréhabilitation accompagnée ne soit pas circonscrite au simple lot travaux, embellissement ou déconstruction. Par une mobilisation collective et individuelle des habitants, on sait qu'on peut aller plus loin. Kevin en a aussi été le témoin tout à l'heure. De fait, on va agir et on va activer des leviers extrêmement importants pour réduire le reste à charge, mais aussi pour envisager des travaux aussi plus ambitieux. Le deuxième axe de travail de notre projet politique autour de la rénovation énergétique, c'est le plaidoyer, puisqu'il y a un travail important qui est engagé aussi depuis de nombreuses années, c'est de lever les freins réglementaires pour pouvoir faciliter la mise en œuvre de nos actions. Et on le voit à travers les projets d'expérimentation qui ont été présentés, Ensemblier solidaire, le fonds d'intervention Compagnons bâtisseurs, Solibat. On va pouvoir, en tout cas, démontrer par le faire, c'est ce qu'expliquait Martin tout à l'heure, montrer que, d'une part, rendre visible en tout cas toutes les situations qu'on peut rencontrer et démontrer qu'il faut être sur des logiques de parcours d'accompagnement et de parcours travaux. Il y a des étapes à passer, en tout cas, il y a des travaux de sécurisation à engager avant de s'engager dans des démarches plus globales, et aussi montrer aux compagnons bâtisseurs, et avec l'autoréhabilitation, on peut inscrire en tout cas cette démarche dans des travaux de rénovation complète et performante, en s'associant du coup avec des acteurs, en jouant et en activant le levier aussi de la formation, justement d'ensembliers solidaires ou d'accompagnateurs sociotechniques. Donc voilà, avec tous ces projets expérimentaux, forcément, on va travailler en alliance, en coopération, en tout cas avec l'ensemble de nos partenaires, et pour activer 4 enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'est l'enjeu de la réglementation. On va essayer de refondre, en tout cas, avec nos partenaires, la réglementation et simplifier les dispositifs. Simplifier pour qu'ils soient accessibles à tous. Et qui permettent aussi d'être plus réactifs, en tout cas dans les réponses à apporter aux habitants. On va aussi jouer sur le levier de l'enjeu financier. L'enjeu financier, puisque, on l'a dit tout à l'heure au travers l'intervention de Bernard, il y a un coût sur l'accompagnement renforcé qui est important, mais qui est nécessaire en tout cas si on veut accompagner et bien accompagner les habitants. Et enfin, Martin évoquait tout à l'heure l'apport travail et l'apport en industrie des habitants. Ça, c'est également un élément extrêmement important, puisqu'il va permettre, en tout cas, d'agir sur la remobilisation sociale de l'habitant et d'agir, en tout cas, sur leur inclusion sociale. Mais c'est un enjeu également économique dans la prise en charge, en tout cas, des plans de financement sur ces travaux-là. Enfin, il y a un enjeu aussi qui est important pour les compagnons bâtisseurs, c'est d'apporter une sécurisation sur les activités. On ne l'a pas trop évoqué, en tout cas, lors de cette journée-là, mais la question assurantielle de notre démarche va être un sujet qu'il va falloir traiter, que ce soit sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage que l'on peut apporter aux familles, mais aussi sur des interventions, notamment auprès des sans-droit ni titre, qu'on évoquait tout à l'heure. Nous, on a absolument besoin aujourd'hui d'avancer sur ce sujet de la question assurantielle. Et enfin, l'enjeu de la coopération, mais vous l'avez dit, c'est important en tout cas de travailler ensemble. On va créer en tout cas des démarches ou des dispositifs vertueux et innovants qui vont permettre de toucher un plus grand nombre de publics et sûrement d'être plus efficient en tout cas dans nos démarches. Donc voilà un petit peu tous les enjeux que l'on s'est fixés aux compagnons bâtisseurs, mais pas que, aussi avec l'ensemble de nos partenaires. Et ces enjeux-là, au final, ils ne sont pas nouveaux, puisque moi, je veux faire lien avec l'année 2013 et la production et la construction du rapport Berrier, qui visait à positionner, en tout cas, l'autoréhabilitation accompagnée dans le plan de rénovation énergétique. Et donc, il y avait 14 préconisations qui avaient été formulées. Et il y en a eu au final très peu qui ont été mises en œuvre. Alors on a pu bénéficier depuis 2015 d'une instruction de l'ANAC qui permet en tout cas de financer en partie ces travaux en autoréhabilitation accompagnée. Mais même si ça a peu avancé, et vous l'avez dit aussi, vous avez porté en tout cas
les éléments de témoignage et de projets qui vont avancer, en tout cas sur ce sujet-là, on estime qu'on est dans un contexte favorable parce qu'il y a des dispositifs qui se mettent en place. Vous avez évoqué France Rénov', il y a aussi toutes les préconisations formulées par le rapport Sichel, il y a eu toutes les actions menées aussi dans le cadre du plan de relance. Mais en tout cas, tout ça nous laisse penser que c'est le moment en tout cas de positionner et de valoriser en tout cas tout l'impact social de l'autoréhabilitation accompagnée, de faire en sorte qu'elle s'inscrive aussi dans ces dispositifs-là. Donc il va falloir aussi construire avec tous les acteurs pour que l'autoréhabilitation trouve sa place, que l'on trouve sa place peut-être dans mon accompagnateur Rénov'. Et tous ces éléments-là, j'espère, vont permettre en tout cas d'agir de façon efficace et permettre à tous de vivre dans un logement décent, économe et confortable. Donc voilà un petit peu l'ambition en tout cas des compagnons bâtisseurs. Enfin, au final, la conclusion, elle traduit tout ce qui s'est dit aujourd'hui. La question de la confiance, la place de l'habitant, la coopération, le fait de malgré tout faire évoluer la réglementation. Et je trouve que les témoignages ont parfaitement illustré le sens du projet des compagnons bâtisseurs. Et moi, je tiens vraiment chaleureusement à remercier Safia et Kevin qui ont pu témoigner aujourd'hui sur leur expérience, mais aussi tous les intervenants qui ont parfaitement illustré l'esprit d'initiative, l'esprit de coopération et surtout la capacité d'adaptation des compagnons bâtisseurs à leur environnement et aux personnes qu'ils rencontrent au quotidien. Merci également, M. Vauquelin, d'avoir remplacé au pied levé Mme Pauvros et d'avoir pu en tout cas être le grand témoin de ce débat. Et merci à Madame Rousset d'avoir bien animé et fait vivre aussi, en tout cas, tous les échanges autour de cette question de l'ARA et de la rénovation énergétique. Et enfin, merci à toute l'équipe de l'Association nationale des compagnons bâtisseurs et des compagnons bâtisseurs Bretagne, avec un petit merci, une mention spéciale à Marie, Anne-Laurence et Étienne qui ont permis en tout cas de vous accueillir dans très de bonnes conditions et qui ont facilité en tout cas l'organisation de ce débat-là. Et comme on est dans les merci, un merci à tous les compagnons bâtisseurs d'être venus, mais surtout un merci aux compagnons bâtisseurs d'agir aussi au quotidien sur le terrain, puisque c'est eux qui sont face à la réalité, en tout cas des situations, et qui trouvent toujours des solutions pour accompagner au mieux les habitants. Merci.